vous souhaite la bienvenue tout le monde à l'émission On s'investit. On vous rappelle encore une fois que nous sommes en émission spéciale, résumé de fin d'année. Aujourd'hui, une émission extrêmement intéressante. Bien sûr, Michel Nadeau sera avec nous, puis là, il va nous dire, attention, il faut peut-être acheter Poutine en 2015. Est-ce que... J'ai bien des interrogations à lui poser. Parce que j'ai des petits doutes quand même sur la Russie pour l'année 2015. 2014 a été particulièrement pénible. Est-ce que c'est terminé? J'en doute. Est-ce qu'il y a peut-être des bonnes choses à faire? Peut-être. Michel Nadeau nous donnera la réponse. Patrick Saint-Onge viendra nous donner ses recommandations fiscales de fin d'année, parce que vous le savez, tout ce dont on parle durant l'année, il y a des implications fiscales pour les gains ou les pertes de capital. On vous rappellera encore une fois que de transiger dans ces REER, c'est pas toujours accepté. Il y a des règles à suivre, bien sûr, même si parfois, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas toujours très, très clair. On sait que Revenu Canada devient de plus en plus agressif contre les contribuables. En tout cas, on en reparlera avec Patrick Saint-Onge, qui est fiscaliste. Mais d'abord, Régent-Paul, qui est avec nous. Régent-Paul, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Vous avez vu 2014 comment, vous? Et ça a été des montagnes russes. Tant qu'à parler de Poutine, parlons des montagnes russes. Oui. On va en parler mieux tantôt avec notre ami Michel. Oui. Alors, c'est ça, en cette fin d'année, on va finir 2014, on va commencer 2015. Alors, on va faire ça ensemble. Alors, au revoir 2014 et bonjour 2015. On va voir en 2014 les meilleurs et les pires secteurs, comme on avait fait l'année passée. 2014, je pense que ça a été l'année de la Fed. Hein? On va en reparler tantôt. Jeannette a connu pas pire première année. Oui, en tout cas, elle a fini ça sur les chapeaux de roue. Et 2015, bien évidemment, on va voir ça tantôt, là, ce que ça nous réserve. Alors, tout seigneur, tout honneur. On sait qu'il y avait le dernier meeting de la Fed en décembre 2014. Alors, la Fed termine l'année 2014 en Lyon. C'était en fait le 17 décembre qui était la dernière réunion de la Fed. Et notre amie Jeannette avait commencé ça un petit peu... son premier meeting, elle avait été un petit peu... elle avait peur et marché un petit peu. Là, elle a eu un premier coup de téléphone de Bernanke, elle se garde. Calmons-nous. Calmons-nous. Et là, elle s'est reprise et elle a fait une belle année. Remarquez que parmi les 12 apôtres de la Réserve fédérale américaine, il y a celui de la Banque de San Francisco, John Williams, qui a encore réitéré vendredi qu'une prochaine hausse de taux d'intérêt peut être en juin. Oh. Alors là, les marchés... Lui, il a mis une date, là. Oui, lui, il met des dates. Il n'est pas le seul. Il a-tu dit l'année? Bien, l'année prochaine. Okay. Et ça, malgré le fait que l'inflation soit en deçà de ce qu'avait prévu la Réserve fédérale. Effectivement. Si on fait un court résumé de ce dernier meeting-là de fin d'année, taux d'intérêt, bien là, il faut l'écrire, on n'a pas le choix, mais bon. Pour le moment, en tout cas, c'est pas changé, mais là, ça achève. La DQ est terminée. Par contre, la Fed continue de réinvestir les paiements du principal. L'activité économique croît à une vitesse modérée. Les conditions du marché du travail se sont beaucoup améliorées. Gain en nombre d'emplois, taux chômeur en baisse, c'est vrai. Hein, on peut pas nier ça. Mais les salaires ne montent pas. Ouais, c'est ça son problème. Ça, c'est peut-être là que ça va faire mal. La Fed compte sur l'amélioration de l'économie et sur l'effet de la baisse des prix de l'énergie, parce que ça, c'est une surprise, qui s'estompera. Ce qu'eux autres pensent, pour atteindre sa cible là, de 2 sa fameuse cible d'inflation de 2 là, qui n'est pas encore atteint. Un mot que tout le monde attendait beaucoup, qui a été prononcé durant ce meeting-là, c'est patience au sujet de l'augmentation des taux. Au lieu d'un temps considérablement long. On a changé ça pour patience. Le vocabulaire, là, ça prend un dictionnaire. Oui, absolument. Le vocabulaire est important à la Fed. Et c'est le petit bout qu'on cherchait. Et c'est ça qui a peut-être aussi rassuré les marchés à ce moment-là. Parce que, rappelons-nous, le lendemain, on a quand même connu une bonne journée. Là. On a connu une semaine dans cette semaine-là extraordinaire, on va la voir tantôt. Avant de changer les taux, la Fed prendra en considération plusieurs facteurs. Bon, ça ouvre la porte à toutes sortes de possibilités pour ne pas les augmenter tout de suite. Hein? Tout est là. Voilà cette fameuse semaine-là, qui a été la semaine du meeting de la Fed, la dernière semaine avant Noël. C'était le 17. Regardez ça. Ça, c'est la journée du 17. 2h15. C'est 2 heures, en fait. Là, tout de suite, ça donne le ton. Il y a une petite frousse. On a reculé parce qu'on est reparti. Très belle configuration haussière. Et là, ça a continué comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Ça a été signé Janet Yellen all the way. L'année 2014 arrive à travers les FNB et de différents secteurs et comparé à l'année 2013. Bon, étant donné qu'on voit ça sur un œil d'investisseur actif, dans notre cas, je pense que c'est la meilleure façon de regarder. Il y a bien des façons de voir l'année 2014, mais cette façon-là, ça ment pas. On voit un portrait tout de suite de l'année. On va commencer par 2013. Ensemble, on avait fait l'émission l'année passée. Et voilà le classement
On se sert évidemment des ETF, des FNB du SPDR, qui représentent les 10 plus gros secteurs. Et on voit là que c'était Consumer Discretionary, Financial, Healthcare, tout ça qui était en tête l'année passée avec des bonnes pertes. Aucun négatif l'année passée. Non. Et cette année, voilà, 2014 versus 2013, je les ai juxtaposés en rouge, c'est 2013 Santé, en jaune. service public, là, techno, hein, avec le Nasdaq qui a quand même connu une bonne saison. Effectivement. Écoutez, il est passé du 7e rang aller au 3e rang. Regardez l'énergie. L'énergie, bon, dernier, évidemment, on sait que la fin de l'année a été particulièrement palpitante. Ouais. Moins 8, en fait, là, si on met ça sur l'année. Donc, il y a eu des joueurs. La santé, c'est encore bien maintenu, en passant, qui était très bien l'année passée aussi. Là. C'est les services publics qui ont remonté. Hein. Ça, c'est assez étonnant. Il y en a qui disent d'ailleurs que c'est pas un bon signe quand les services publics sont parmi les winners. C'est que le marché est peut-être en train d'aller vers du... on appelle ça flight to safety, là, sur des choses qui sont plus sécures. Alors, les mêmes secteurs qu'on va voir maintenant en graphique pour l'année 2014. Vous allez voir, écoutez, sont quasiment toutes pareilles, c'est quasiment toutes des copies conformes, sauf quelques-uns. Alors ici, on a XLV, la santé, on a le secteur de l'utilité. Juste pour mettre ça en contexte, c'est mensuel. Chaque chandelle qu'on voit représente un mois et on a l'année au complète là-dedans. Alors, on voit que ça a été des années pas mal à la hausse, là, pour plusieurs secteurs. Même chose ici au niveau du secteur financier, industriel, consumer discretionary et les matériaux. Ça m'a surpris, ça, même les matériaux, qu'ils soient à la hausse, parce que ça n'a pas été une bonne année chez nous au Canada. Mais par contre, le XLB a quand même connu une bonne séquence. Ouais. Par contre, regardez, vous le dites, c'est le seul, par contre, qui a commencé à fléchir des genoux sur la fin de l'année. On voit ici là, qu'il est dans un mouvement de côté depuis quasiment le milieu de l'année. Donc, important dans votre observation. Mais évidemment, ceux qui ont le moins bien performé, si on pourrait dire, c'est XTL, Télécom. Et évidemment, on voit le fameux XLE. Alors, on voit vraiment là l'effet de la fin de l'année 2014 là, qui a fait chuter le secteur de l'énergie. Je rappelle aux gens, XLE, c'est le secteur de l'énergie. Il y a là-dedans les plus grosses pétrolières qui, évidemment, ont écopé là, avec la baisse du prix du pétrole. Bon, maintenant, l'année 2014, vue à travers le Dow Jones et en jour. Vous savez, quand on regarde ça en perspective, comme ils disent, on a eu des bonnes fousses, hein? On est en jour, là. On commence janvier ici. Février, ça n'a pas été bon. Là. Ça, je t'ai pas dit. On a commencé l'année, ça n'a pas bien. Mais là, ça a tombé avec les tempêtes. Oui. Mais il y avait l'effet de tempête là-dedans, pour le vrai. Vous aviez raison. Je fais une blague, là, mais non, on a traîné ça. Il y a eu l'effet de tempête parce qu'il y a eu quand même 10 jours de paralysie pendant tout le mois de février. Là. Et là, l'économie s'en ressentait, c'était clair. Effectivement. Mais ça aurait pu... Là, c'est des trucs comme ça qui font décrocher le marché des fois. Mais on s'en est bien remis. Sauf, regardez ça, au mois de août, durant l'été, on a eu une petite fausse. Là, on a eu une bonne en octobre, entre octobre et novembre. Regardez ça ici. Là. Écoutez, on est passé de 17 250 à 15 750, 800. C'est énorme, ça, comme recul. Là. Beaucoup de gens, d'ailleurs, se disaient on est en correction. Encore une fois, raison mois d'août, ça, c'était Poutine. La raison au mois d'octobre... Vous avez une bonne mémoire? C'était l'État islamique. Ah, bon, voilà. Appelons-nous. Puis l'Ukraine aussi, encore là-dedans. Là, mais... Je vais rajouter ça sur mes diapos. Mais ça a donné des mouvements. Vous savez, avant, en petite parenthèse, on avait l'habitude de dire qu'une correction, c'est 10 C'est plus ça maintenant. Une correction, c'est au moins 20 durant minimalement 2 mois. Parce que des 10 à cette heure-là, c'est fréquent dans les marchés avec la politique qu'on a, puis c'est pas nécessairement des corrections pour autant. Puis on a eu, je vais faire appel à votre mémoire, on a eu un autre fléchissement des genoux, ça à la fin de l'année. Hein, possibilité de hausse de taux d'intérêt qui a été contrée par Mme Yellen. Voilà, vous avez bien raison. Donc, mais en tout cas, c'est par rapport à 2013, c'est des grosses retraces. On n'a pas eu ça en 2013. Disons que c'était pour cœur solide cette année. Là. Oui, effectivement. Puis je pense que l'année prochaine, ça va être la même chose. Fait que faut se préparer. Mais ça nous a donné quand même sur le Dow 18 $ canadien cette année. Là. À part les dividendes. Oui, c'est toute une hausse. C'est quand même bon. Là. Écoutez, on est rendu dans les... on est rendu dans les 18 000. Ça monte. Ça a été une année là, haussière. D'ailleurs, depuis 2009. Ben oui. En fait, mars 2009, là, on n'a jamais cessé de monter depuis ce temps-là.
Alors, on va revenir à la fin pour parler des prévisions, mais j'en ai pas mal au menu, fait qu'on va peut-être commencer tout de suite. Vous n'avez pas amené votre boule de cristal aujourd'hui? Plus tard, plus tard dans l'émission, lors de l'année 2015. Bon, écoutez, j'ai la mienne en attendant. Vous avez la vôtre, là? J'ai la mienne en attendant, c'est ça. Donc, la boule de cristal pour 2015, puis je sais qu'il y avait des thèmes qui vont revenir tantôt, donc ça va être le fun d'avoir Michel là-dessus. La Fed, sous les feux de la rampe. Forte probabilité de début d'augmentation des taux avec un impact direct sur les profits d'entreprise, parce que quand on dit augmentation, pourquoi tout le monde craint cette augmentation-là? C'est la journée où il y a des compagnies qui font des profits parce que les taux sont à zéro. Mais tu augmentes les taux d'intérêt, la plupart sont tous avec beaucoup d'emprunts, c'est normal, pour faire du développement et d'avancement. Donc, tu augmentes les taux d'intérêt et tu viens de réduire la marge de profit. Ça va affecter les dividendes aussi, hein. Évidemment. Si les compagnies ont à payer des intérêts, ils vont peut-être moins en verser en dividendes. Puis évidemment, il y a l'aspect aussi psychologie de l'investisseur. C'est peut-être là où ça blesse le plus. C'est la journée où on va entendre dire pour la première fois, voilà, c'est vrai, on augmente les taux. C'est sûr que les marchés à quelque part là, vont avoir une petite peur. Hein. Puis il va falloir qu'ils s'ajustent, là, mais c'est évident que ça va donner un coup. Profit d'entreprise et rachat d'actions. Je regarde ça, vous savez qu'on a battu des records de tous les temps en 2014 sur les programmes de rachat d'actions. Là, la grosse question, c'est autant les profits d'entreprise que les rachats d'actions. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir ça, ce rythme-là, en 2014? Ça va être dur de battre 2014, c'est toute une année, là. Puis les programmes de rachat d'actions, c'est difficile, là. Sans faire d'analyse scientifique, là. Le scientifique, c'est difficile d'évaluer quel pourcentage ça représente dans la hausse des marchés, mais c'est beaucoup. Parce que, bon, les gens le savent, mais juste pour préciser, rachat d'actions, c'est l'entreprise qui décide de racheter des actions de sa flotte, des actions flottantes, pour les mettre dans le trésor. Alors, évidemment, ces rachats d'actions-là, ça fait deux choses. La première, c'est que ça donne confiance aux investisseurs vis-à-vis de l'entreprise, parce que l'entreprise, regarde, j'ai confiance en mon titre, je rachète mon titre. Et l'autre effet, le pire, c'est l'effet pervers au niveau des revenus par action. Parce qu'on sait que le calcul du revenu par action et l'EPS, le bénéfice par action qui suit ça, c'est les revenus de l'entreprise divisé par le nombre d'actions en circulation. Dans le calcul, les actions de la trésorerie ne sont pas prises en compte. Fait que quand l'entreprise achète des actions de la flotte pour les mettre dans la trésorerie, automatiquement, on vient d'augmenter le bénéfice par action et on vient de faire paraître l'entreprise plus profitable, mais c'est une petite mathématique un petit peu perverse. Donc, beaucoup de rachats d'actions et on a battu les records de tous les temps. Il faudra voir si on peut Vous savez que les activistes ont été très actifs aussi, hein? Icahn et les autres. Oui, effectivement. Beaucoup de pression sur des grosses entreprises, en plus, comme Apple. C'est Icahn qui a fait de la pression sur Apple. Ils ont racheté, je pense, ils sont pas loin de 100 milliards. C'est énorme, là. Qui ont emprunté, d'ailleurs. On va faire ça vite, il nous reste 20 secondes. Pétrole, volatilité d'or noir pour avoir un impact sur tous les marchés. Dollar américain, ça peut jouer un vilain tour aux Nouveaux-Indes du Sud. Puis géopolitique, la question, c'est pas y aura-t-il des conflits, mais plutôt où et quand. Donc, c'est évident que vous en nommez une couple. Ça va. OK. Tantôt. Vous allez rester avec nous? Oui. Hein? Parce que M. Saint-Onge s'en vient nous parler aussi de fiscalité dans nos actions ou toutes les choses de votre portefeuille. On revient dans un instant tout de suite. Parler justement un peu de fiscalité par rapport à vos placements. Patrick Saint-Onge est fiscaliste avec nous, puis à chaque année, il vient nous voir avec M. Paul. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, au moins une fois par année. Je pense que je vais vous réinviter aussi au mois de mars, quand ce sera le temps des déclarations de revenus. Puis on en fera peut-être même une petite émission spéciale. Je vous lance déjà l'invitation. Déjà accepté. On va revenir un peu. Il y a un procès qui a eu lieu, c'est l'année dernière, je pense. Hein? Ouais, l'affaire ProChuck. Là. Alors, est-ce qu'on peut faire des affaires dans notre REER, faire des transactions pour être capable d'obtenir des gains et des pertes de capital? J'ai comme l'impression que le CCI, la Cour de l'impôt, des fois, un juge est parti aussi en même temps, à l'aide justement le ministère du Revenu un peu et le ministère des Finances. Cette décision-là, l'affaire ProChuck, à laquelle vous référez, c'était la belle surprise de l'année 2014 pour les investisseurs. Donc, c'est quoi un peu l'affaire ProChuck? C'est un investisseur qui avait perdu beaucoup d'argent et puis pour faire la démonstration qu'il pouvait réclamer la perte, mais il devait utiliser ces transactions qu'il avait faites à l'intérieur de son REER pour dire qu'il avait été très agressif et que ces transactions-là avaient généré du revenu d'entreprise. Donc, évidemment, il demandait une perte. L'Agence du revenu s'oppose à ça. Donc, et puis, devant les tribunaux, l'Agence du revenu, ce qu'elle a dit, c'est que c'était impossible de générer du revenu, ou du moins, c'était pas possible de générer du revenu d'entreprise à travers un compte enregistré.
C'est là tout l'intérêt de cette décision-là, parce que dans d'autres interprétations techniques, notamment en 2009 puis en 2010, il était venu dire que si jamais on faisait trop de transactions, donc du day trading ou du swing trading, mais qui était pour attaquer, du moins tenter d'imposer les revenus, donc faire payer un impôt au compte enregistré. Donc, pour venir contrer M. Pochak, l'interdire de prendre sa perte. Donc, l'Agence du revenu est venue dire que c'était impossible de générer du revenu d'entreprise à travers ces comptes enregistrés-là. Donc, en se contredisant, ils ont créé une brèche. Et donc, pour les contribuables, ça devenait intéressant. Et l'automne dernier, on a posé une question à travers une association, l'Association des planificateurs financiers et fiscaux. Et dans ce symposium-là, ils sont venus dire qu'effectivement, à travers un compte REER et un compte FER, il était possible maintenant de générer, du moins, ils ne s'attaqueraient plus à ces transactions-là. La loi semble relativement claire. Elle est claire, du moins, la façon qu'il administrait, il était très agressif. Sauf qu'on a pu voir dans les derniers mois commencer à être agressif aussi dans les comptes CELI. On parlait des REER, mais là, il y a un cas dans l'Ouest, entre autres, où il a réussi, grâce à des transactions boursières, à quadrupler son montant en l'espace de 6 mois. Il était chanceux pas à peu près, là, mais quand même, il l'a fait, le monsieur. Oui. Et là, le Revenu Canada commence à le regarder de proche. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la façon que les exemptions sont écrites dans la loi. Donc, pour le REER, pour le FER, donc il y a une exemption qui dit que toute transaction, puis ça, c'est un amendement des années 90, puis c'est pour ça qu'on se posait la question pourquoi que l'Agence du revenu était aussi agressive. C'est qu'ils sont venus dire que si vous générez du revenu d'entreprise à travers des actions ou des titres qui sont boursiers, ça ne devrait pas être imposé. Le CELI, il n'y a pas cette exemption-là. Donc, c'est là que l'Agence du revenu, puis ils sont venus réitérer ça dans le fameux symposium dont je parlais. Ils sont venus dire, OK, on accepte que le REER peut le faire, vous puissiez en faire, mais si vous faites ça à travers votre compte CELI, parce que l'exemption est écrite différemment, mais là, on va tenter de l'imposer. On sait que ça fait quand même plusieurs années qu'il y a un programme à l'Agence du revenu. C'était en Ontario. Avant, ils regardaient les CELI qui avaient plus que 100 000 À l'époque, on pouvait juste avoir 5 ou 6 000 dedans. Ouais. Mais là, il semble clair que dans l'Ouest, il y en a qui ont fait pas mal d'argent à travers le compte enregistré. Puis l'Agence commence à être pas mal plus agressive. Puis d'ailleurs, ils utilisent la fameuse interprétation technique qui se servait avant pour les REER pour attaquer les CELI. Donc, alors, à ce moment-là, c'est quoi le nombre de transactions? Parce que, puis il n'y a pas rien que ça non plus là-dedans, le nombre de transactions. Il y a bien d'autres choses. La façon dont tu es connaissant ou compétent à faire des transactions, ce que tu as comme expérience, l'intention, etc. C'est large, là. Il y a des portes de sortie quand même pour le contribuable. Mais il y a beaucoup de portes d'entrée aussi pour Revenu Canada. Voilà. En même temps. Le critère là, de base, c'est l'intention. Donc, on en a parlé. On s'entend que dans tous les cas, vous êtes là pour faire de l'argent. Mais quand vous avez acheté l'action, donc un des grands critères, c'est est-ce que vous l'avez acheté pour le dividende qu'il pourrait générer ou vous l'avez acheté pour que, à la première occasion venue, vous disposez des titres. Nous, on commence à se poser des questions quand on regarde le portefeuille d'un contribuable. Là, quand on voit une centaine de transactions dans une année, pour faire beaucoup de déclarations de revenus, là, les gens qui font plus que 100 transactions, c'est soit qu'ils ont un gros portefeuille, ils sont relativement riches, ou ils transigent beaucoup, ou il semble qu'il y a une intention là, qui pourrait être différente là en arrière. Donc, on va regarder 100 transactions, quelques 100 000 $ de produits de vente. Donc, on additionne toutes les fois que le contribuable en vend. Donc, c'est des critères là, qui pourraient être intéressants à regarder là, pour voir s'il n'y a pas d'autre chose que... Exactement. Bien, s'il faisait comme les gens chez Daytrader Canada, par exemple, qui fait ça le dit, day trading. On est revenu d'entreprise. C'est revenu d'entreprise, ça, c'est clair. C'est hors de question de faire ça. C'est hors de tout doute là, que c'est du revenu d'entreprise. Dans le CELI, ça va amener un impôt. Et dans le REER, est-ce que ça... Il n'y a aucun problème. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Là, c'est la grosse nouvelle. Exact. C'est pour ça que c'était la belle surprise de 2014. C'est ce jugement-là qui fait foi de tout. Ouais. C'est ça, puis tout ce qui s'en est suivi par la suite. Parce que juste sur cette base-là, l'Agence du revenu disait qu'elle était pour continuer, là, si on veut, à attaquer les REER et faire. Mais l'automne dernier, on est venu, à travers cette question-là, on les a forcés à se prononcer. Puis là, c'est clair qu'à travers FER et REER, il n'y a plus de problème. Bon, le fameux formulaire T1135 ou la 706, là, les droits de la 706N aux États-Unis, là, qui est le droit de succession, ça, on en a déjà parlé. Mais revenons sur le T1135, sur les propriétés extérieures de plus de 100 000 Oui, ça, ce formulaire-là, c'est une folie. Là. Non, mais c'est rendu compliqué là, à remplir. Là. C'est très, très complexe.
Puis la définition pour l'Agence du revenu d'un bien étranger, parce qu'on s'entend que ça, c'est un bilan des biens étrangers que vous détenez. Donc, l'Agence du revenu voulait savoir si vous déclarez tous vos revenus. Donc, quand c'est arrivé, quand ils ont mis ça en place dans les années 90. Sauf qu'un bien étranger pour l'Agence du revenu, ça peut être le titre d'Apple que vous détenez dans votre compte auprès d'un courtier inscrit au Canada. Donc, juste parce que la compagnie du moins est incorporée à l'étranger, ça devient un bien étranger. Donc, il y a beaucoup de contribuables par le passé qui ont oublié de remplir ce formulaire-là parce qu'aussitôt que vous avez plus que 100 000 en titre étranger, mais vous deviez remplir le formulaire. Puis si vous ne l'avez pas fait, mais vous avez 2 500 de pénalité par année au minimum, là, parce que c'est une pénalité qui se calcule à 2 plafonds. Ouais. Donc, à un certain moment donné, c'était pas si mal, ce formulaire-là, parce que c'était des intervalles qu'on cochait. Vous détenez plus que 100 000 de titres ou 200 000 de titres. Donc, il devait y avoir quelqu'un, à un moment donné, qui n'avait rien à faire à l'Agence du revenu. Il s'est dit, on va refondre ce formulaire-là, on manque d'informations. Donc, au début, pour les déclarations de 2013, ils nous avaient sorti un formulaire où il faudrait indiquer titre par titre la valeur maximale, le coût maximal, le revenu généré. Les fiscalistes sont tenus debout puis ont dit il n'y en a pas question. Ouais. Exactement. Il n'y a pas question de faire ça. Mais ils ont c'est la folie furieuse. Ils n'ont pas tout à fait reculé parce que pour la saison 2013, ils nous ont fait une méthode transitoire. Ouais. Mais là, pour les déclarations de 2014, ils n'ont pas été capables de reculer totalement. Donc, ils ont dit, ouais, on va prendre un entre les deux. Donc, on va prendre ce vous avait demandé de faire pour 2013, qui était de dire, mais OK, donnez-nous le nom de la banque, puis combien vous aviez dans le compte, puis on va se satisfaire de ça pour 2013. Pour 2014, là, ils ont dit, ouais, mais on va vous demander de faire la même chose, mais pays par pays. Donc, ça donne quoi de plus comme information? On ne le sait pas, là, mais là, on a une lourdeur. Peut-être les gains par taux de change, etc. C'est peut-être ça qu'ils voulaient voir aussi, là, parce qu'une année, ta monnaie tombe en des confitures, comme le yen, par exemple. Là, mais ils ont déjà toute l'information à travers les autres rapports. Non, donc, c'est complètement. À mon sens, à moi, c'est inutile, là, mais on est prêt avec ça. Bon, le taux d'impôt pour les dividendes, il faut passer. Il y a eu des hausses là, qui ont été décrétées, particulièrement chez nous, là, au Québec. Hein? Oui, depuis 2012, novembre 2012. Après ça, on a le budget fédéral de 2013. Donc, fait en sorte que maintenant, on a, pour 2014, il y en a qui vont peut-être trouver que la facture d'impôt est un peu plus salée là, que par le passé. Donc, parce qu'on a une année de hausse pleine. Donc, on voit ici là, que ça varie entre 2 et 3,44 donc pour les gens qui gagnent plus de revenus. Donc, ici, on parle de dividendes qu'on qualifie d'ordinaire. Donc, quand les gens reçoivent leur feuillet, on a soit un dividende déterminé ou un dividende ordinaire. Donc, c'est un dividende qui pourrait être versé par une société publique, puis c'est surtout des dividendes qui sont versés par des sociétés privées. Mais quand même, là, c'est une hausse d'impôt qui est passée un peu inaperçue. Personne n'a trop chialé. Communauté d'affaires. L'augmentation n'était pas grosse non plus. Oui, mais ça paraît quand même. C'est un 3,44 là, un autre point là, un autre point là. Donc, quand on les additionne tous ensemble, ça fait qu'on en paie tout le temps plus. Oui, effectivement. Et pour ceux qui sont à la retraite, qui ont pris leur retraite jeune et qui n'ont pas atteint 65 ans, n'oubliez pas que le fractionnement de revenus au Québec n'existe plus pour vous. Il existe au fédéral, mais plus au Québec. Ouais. Ça, c'est une méchante hausse d'impôt. Il y en a plusieurs. Ça peut représenter jusqu'à 1 000 ça, plusieurs, oui. Plusieurs milliers de dollars, tout à fait. Plusieurs milliers de dollars, parce que là, le fractionnement de revenus, ça, c'est à part des autres petits bonbons qui sont venus nous rajouter en plus. Merci beaucoup, M. Saint-Onge. C'est toujours plaisant de vous recevoir. Restez des nôtres. On vous revient dans un instant. Michel Nadeau va nous parler de Vladimir Poutine. Tout de suite. Là, vous montrer un graphique, j'ai presque honte de le regarder, c'est celui du rouble. On vous en a parlé une bonne partie de l'année du rouble et des problèmes que ça amenait à Vladimir Poutine, de qui on promettait un très mauvais avenir pour l'année 2015. Sauf, en tout cas, j'ai hâte de voir Jean-Paul ce qu'il va dire, que Michel, lui, il est assez positif, ou du moins avec au moins 2 ETF pour représenter la Russie. Moi, j'ai de la misère avec la Russie par les temps qui courent. Je suis pas sûr que c'est le temps d'investir. Oui, mais j'aime ça, François. J'aime ça m'obstiner. J'aime ça. Quand j'entends quelqu'un qui a peur, qui est préoccupé, moi, j'adore ça. Je revois les anglophones en 1976 qui vendaient leur maison. Je vous dis, moi, je suis allé, après les bombardements de 2001, je suis allé passer 6 mois à New York. On a acheté des immeubles, puis tout ça, là, et comme jamais, et c'était les meilleurs, de très bons placements. Donc, quand des gens ont peur, là, il y a 2 raisons d'avoir peur, la Russie et l'énergie. Alors là, dans les fonds indiciels boursiers, vous avez et la Russie et l'énergie, donc, et russe, et surtout RSX, là. Donc, ce sont 2 petits indices. Ça regroupe les 20 ou 30 plus grosses compagnies russes.
Il y a une forte composante. La Russie a un profil boursier à peu près identique au Canada. Hein. C'est des banques, puis c'est de l'énergie, puis des matières premières aux 2 tiers, 3 quarts. Les 17 les deux premiers, là, c'est Lukoil puis Gazprom. Exactement. C'est bien, François. C'est bien parce que c'est des creux. Gazprom, Gazprom. Oui, mais à cause du contrat avec la Chine, peut-être? Ben oui. On achète dans un... Là, évidemment, on achète ça à un horizon de 3 ans. 3,60 le million de BTU. 3,60 Ben oui, mais c'est pas cher. Il n'y a pas une scène à faire avec ça. On achète quand c'est pas cher. OK, d'abord. On achète quand c'est pas cher. Moi, je vous dis, ça vaut entre 11 et 15 là. Le RSX est à 15, le Eurus est à 11, là. Mais l'un ou l'autre, là, ça vous coûte 60 points centésimaux. Alors donc, 3/5 de 1 de frais de gestion. Et c'est relativement simple. C'est géré par State Street. Market Vector, c'est une très grande entreprise également. Donc, c'est très stable, très flexible. Et là, vous avez une diversification. Vous n'avez pas un titre. Vous achetez à Russie, là. Oui, mais depuis 4 ans, c'est moins 34 Bien, il n'y a pas une scène à faire avec ça. Oui, mais c'est justement à un moment donné, ça va remonter. Parce que le fondamental, peut-être qu'on va avoir une 5e année à moins 34. Mais moi, je vous dis, je crois que la Russie, avec les matières premières, ça va repartir. Ça va repartir. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Michel? Ouais. Ça doit faire au moins 10 ans qu'on travaille ensemble. Oui. Je pense que c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord. Oui, mais là, c'est bon. Donc, ça nous fera quelque chose à revoir c'est à sûr. la fin de 2015. À la fin de 2015. Vous avez c'est ça. Moi, je suis toujours pas souvent d'accord avec Michel, mais là, cette fois-là, mais peut-être pas aussi de façon radicale. Par contre, il y a raison sur un point. Souvent, les bons coups se font quand tout le monde a peur d'aller vers quelque chose. Ça, il ne faut pas oublier ça. Le contraire, là, on va en parler tantôt, là, souvent, ça fonctionne. Mais moi, des questions que j'avais peut-être là-dessus, j'ai préparé un petit diapo, peut-être Michel pourra apporter des réponses. L'imprévisible Russie, ça, probablement, on s'entend, là, sont pris au piège. La baisse du prix du pétrole, c'est pas une bonne nouvelle pour eux autres, là, parce qu'ils comptaient là-dessus, eux autres, là, pour mener le monde. Non, c'est clair, mais je regarde les hedge funds, là, depuis 2 semaines, là, ils sont longs, ça n'a pas de bon sens. 133 000 contrats la semaine passée de long. 23 déjà, ils anticipent une hausse pour la deuxième moitié de l'année. Comme on dit l'autre jour, le pétrole ne peut pas aller à zéro. Non, on ne donnera pas le pétrole. C'est pas une compagnie, là. Ça ne peut pas aller à zéro. Donc, on a raison là-dessus. C'est les 20 grosses compagnies russes. Là. Oui. C'est pas... Il y a des banques, il y a une compagnie de nickel là-dedans, il y a toutes sortes de choses. C'est un bon ETF. C'est pas une entreprise. Non, il est bien diversifié, c'est un bon ETF. Les sanctions d'Occident pèsent toujours. L'effondrement du rouble, bien évidemment, c'est en rapport avec ce qu'on a vu, mais ils ont battu des records, 19 en 24 heures dans le mois de décembre, l'effondrement du rouble. Puis l'augmentation de taux d'intérêt, Janet serait jalouse. Le 10 à 17, il n'a pas été avec le dos de la cuillère non plus. Là. Mais c'est ça qui me fait peur un peu. Mais ceci étant dit, comme je te le dis, c'est sûr que ça peut être une occasion, parce que si on regarde l'ETF en tant que tel, on approche d'un support. Si on voit du point de vue technique, là, on approche d'un support là, qui est aux environs à peu près de 10 $. Donc, peut-être une demi-année encore difficile, mais... Tranquillement accumulé, là, je ne mettrais jamais plus que 10 de mon portefeuille là-dedans. Comment ça? Quand Albertine, as-tu pris ça? Non. S'il veut battre la caisse de dépôt, il ne faut pas te mettre ça dedans. Non. Elle évite les modes. C'est toujours un quart. C'est pas compliqué. Et puis, malheureusement, quand c'est pas compliqué, quand c'est simple, c'est ce qui marche le mieux. Là. Mais évidemment, là, je m'amuse à spéculer un peu là, sur les malheurs. Mais moi, quand je vois les gens qui s'énervent sur l'énergie, qui s'énervent sur la Russie. La Russie, c'est quand même un grand bloc économique mondial. C'est des partenaires de la Chine, de l'Inde. Or, donc, ils vont évidemment retrouver l'intérêt national. C'est bien de défendre la Géorgie. Sur le plan politique, je serais anti-Poutine, vraiment. Mais sur le plan boursier, il faut reconnaître que là, il y a peut-être une belle occasion d'affaires. C'est comme les titres de l'énergie. Je regarde Cenovus et tout ça. Imperial Oil, c'est plus dans le traditionnel, mais là aussi, je crois, moi, qu'on a vu des baisses cette année de 20 à 30 de nos secteurs, Suncor. Là, je crois qu'on va profiter, on va faire le plein, le litre d'essence à 99 sous bientôt, j'espère, mais à un moment donné, je crois que la demande, l'offre est limitée. Là, on a
tout l'effet du gaz de schiste aux États-Unis. Ça rentre, les Américains sont devenus de gros producteurs, mais ça va se stabiliser, cet avantage-là. Et quand l'économie mondiale va repartir, et ça, moi, je pense qu'à un moment donné, les pays du G20 vont se mettre ensemble. Et pour moi, c'est ça la solution. Le scénario, c'est quand le G20 va se dire on accepte un déficit de 5 à 10 de notre PNB, tout le monde ensemble, on se recommence à dépenser et on va remettre la classe chinoise, la classe moyenne indienne en marche. Puis c'est à partir du moment où la demande va revenir en force en Asie, c'est là que les économies vont repartir. Mais tant et aussi longtemps, il y aura une guerre, même à l'intérieur des pays membres de l'OPEP, avec l'Arabie saoudite, là, ils sont tannés de voir être obligés de couper leur production pour les autres. Là. Ouais. Les autres sont prêts à baisser de 30 millions de barils, à condition que ce soit l'Arabie saoudite qui en bénéficie le plus, là, qui écope le plus. Alors, puis pendant ce temps-là, eux, ils ont dit, moi, je vais aller vers une guerre d'usure. Hein, je vais le vendre, mon pétrole moins cher, il me coûte 15$, je vais être capable de le descendre encore. C'est pas des situations qui tiennent longtemps, ça. Ouais. Moi, je vous dis, c'est vrai, j'adore ça. C'est les opportunités de marché. Les gens s'énervent, là. Puis là, le prix du baril à 50 $, ça s'en vient. Mais c'est là, c'est le moment où il faut rentrer en se disant, à long terme, ça tient-tu, ce 50 $? Moi, je crois que non. Non, c'est parce que de toute façon, il faut savoir. Un autre domaine qui fait peur un peu à Wall Street, si on parle de prévision, là, 2015, c'est la menace montante de l'EI, hein? Ouais. On l'a vu à plusieurs reprises, là, les marchés sont très nerveux. Les cyberattaques... Hein, ça, c'est pas mal plus ça qui m'énerve, moi, que l'EI. Ça vient de la nouvelle arme des temps modernes, à la portée de tous, hein, même Pyongyang en a. Peu coûteuse, fort efficace, hein, parlez-en à Sony. Oui, ben, c'est ça, même Obama a retourné sa PlayStation. Donc, Obama a dit Sony n'arrête jamais céder. Mais ça, malheureusement, c'est là pour demeurer. Et c'est pas mal plus facile qu'être obligé de mobiliser une armée et aller plus de lancer des bombes. Ça, c'est le danger pour les gros, là. Comme Ouais. Sony, par exemple. Là, ça va coûter 100 millions, là, cette histoire-là, cette folie-là du film. Là. Mais je pense au dernier James Bond également, qui a été piraté. On a réussi à aller chercher le scénario. Vous direz, c'est marginal, là. Mais c'est de moins en moins marginal. Oui, mais c'est rendu là. Puis pensez à Mais Wall Street. dangereux, là. le Wall point, Street moi, peut je être pense, c'est attaqué qu'on rêve encore de combattre, on déborde de la finance, on rêve de combattre le terrorisme avec des armes. Moi, je pense que le terrorisme se bat avec toutes sortes de moyens parallèles, les assassinats sélectifs, le piratage informatique. Et ce n'est que sur ce terrain-là qu'on va réussir à En combattre 2015, le je pense terrorisme. qu'on va en avoir. Mais bombarder des villes, bombarder des civils en Irak, en Afghanistan, je crois On que déborde, c'est ça. oui, non, parce que ça a un impact Ça a un direct impact sur sur les les marchés. À marchés. chaque Ah fois ouais, qu'il y a eu, effectivement. on l'a vu sur le Dow Jones là, au cours du mois d'octobre, les attaques de l'État islamique a fait extrêmement mal. Tout le monde s'est mis à trembler, ils sont venus nerveux. Les marchés ont chuté à ce moment-là. Ouais. Ça fait pas du bien aux marchés européens, ça non plus, particulièrement eux. Oui, C'est- non, c'est évidemment, vraiment l'Europe chez eux, qui a là. très mal fait cette année. Oui. Toutes les bourses de Londres, Paris, Francfort, c'est plus ou moins 1 ou 2 ou 3 jusqu'à maintenant. Or, donc, ça a été une année vraiment neutre pour la plupart des grandes places européennes. Et ils se cherchent encore, d'abord, ils ne s'entendent pas entre eux, et puis, donc, ils se cherchent encore un souffle nouveau. Moi, je pense que tant que l'Asie ne repart pas, l'Europe ne repartira pas non plus. Regardez l'effet. Ça, c'est sur c'est l'ETF du Japon. Oui. Et là, on a l'effet ici, là, une baisse assez importante, là, l'effet de la cyberattaque. Donc, les marchés, aujourd'hui, sont sensibles à ces choses-là. Est-ce qu'on va jouer sur le terrain japonais pareil? Moi, le terrain japonais, je suis... les Japonais ont un gros problème. Ils ont l'automobile électronique, mais à part ça, ils n'ont jamais réussi à être efficaces ailleurs. Moi, je dirais qu'il y en a un troisième, c'est le premier ministre Abe aussi. Oui, peut-être. C'était un méchant pour tout le trouble, ça. Oui, ça. Donc, dans ce contexte-là, le consommateur japonais vieillit. Ce sont des gens très disciplinés, c'est ce qui les sauve. Mais en termes d'espoir, moi, je ne vois pas beaucoup d'espoir du côté du Japon. Une crainte d'investisseurs actifs et de day traders, c'est le fameux Black Swan. Hein, et on est dû. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Le Black Swan, c'est la théorie de l'imprévisible. Catastrophe naturelle, la fraude du siècle.
La bulle des FNB, beaucoup pensent que la prochaine bulle pourrait venir des FNB parce qu'il y en a des très bons, on l'a vu tantôt, là, mais sur 1600, demain matin, s'il y avait un crash systémique, il y en a la moitié qui passera pas au bout du pont. Là. Et le méga flash crash, on a vu que ça, hein, souvenez-vous, en mai 2010. On oublie ces choses-là, mais ils n'ont pas réglé le problème encore. Là. Ce sont des possibilités, mais pourquoi ça arriverait? Il y a évidemment le Black Swan, ce sont ces signes noirs qui existent en Australie. On pense souvent que tous les oiseaux, Tchaïkovski, les signes sont blancs, mais il y a une race de signes noirs en Australie qui sont très rares. Il y a des gens qui ont parié que jamais on pourrait avoir un signe noir. On en voit. Mais pourquoi ils apparaîtraient en 2015? Moi, je me dis, ça fait partie de... Peut-être qu'un jour, il y aurait un tremblement de terre à Montréal. Oui, tout est possible. Peut-être. Tout est possible. On pourra acheter après. Oui, mais moi, je me dis, vous cherchez de l'assurance sur des choses tellement peu prévisibles. Pour moi, c'est de l'argent gaspillé. Bien, je vais vous dire honnêtement, puis vous avez raison. Nous, ce qu'on fait, on n'arrêtera pas de trancher pour autant parce que, on est un peu comme vous, là, la volatilité pour nous, c'est notre pain puis notre beurre. Ce qu'il faut faire, c'est, en 2015, c'est une année de gestion du risque, protection. Nous, évidemment, ça veut dire des options, des choix judicieux, ça c'est important, hein, de bien choisir. Puis évidemment, peut-être des neuvaines. Ça peut donc vous traîner votre chapelet quand vous transigez? Toujours maintenant. Non, moi, je crois qu'en allant vers les titres à dividendes élevés, les titres à dividendes élevés, s'il y a des baisses du cours, vous allez avoir des revenus courants intéressants. J'en ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait 4 là. La Banque Laurentienne, la Banque nationale, de Power Financial, c'est tout ça autour de 4 Advenant des baisses de ces titres-là, vous, par rapport à votre prix coûtant, vous aurez encore un beau 4 de rendement. Donc, moi, c'est la façon un peu de se protéger. Je pense qu'il y aura peut-être une correction de marché là, en 2015. Là, et c'est sain, de toute façon. Là. Ça fait 5 ans maintenant. Hein, en fin 2008, là, les gens disaient la bourse est finie. Et on a eu 5 années de belles années de croissance boursière. À un moment donné, mais encore une fois, si vous vendez la bourse, vous allez acheter quoi? Des obligations où les taux risquent de monter, de l'encaisse où ça ne vous donne rien, de l'immobilier où la Banque du Canada dit que tout est surévalué. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vendre des actions parce que vous ne savez pas quoi acheter. C'est vrai. À moins d'acheter M. Poutine. Ah! On va faire souvenir de ça. On va se revoir toute l'année pour ça. Ça va être agréable de faire ça. J'ai tellement hâte au 5 janvier. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette belle année 2014 qui se termine très, très bien. D'ailleurs, sur le sourire de Michel. Régent-Paul, on vous retrouve en janvier, bien sûr. On va vous retrouver dans la semaine du 12. Le 12, c'est ça. Et Michel sera avec nous le 5. Très bien. Et nous, on sera là avec vous demain. Au revoir.